Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Eh bien, bonjour Jean-Philippe et bonjour Geoffrey. Bonjour Salut Romain, salut Jean-Philippe. Bonjour Geoffrey. Et aujourd'hui, c'est Geoffrey qui va nous parler. Il va nous parler de, c'est quoi, un exercice de Tim Ferriss, tu nous as dit? Ouais, c'est un exercice de Tim Ferriss qui s'appelle Fear Setting, Setting the Fear. Oh. Ouh. Eh bien alors, vas-y, explique-nous comment on règle ses peurs, ou comment on, je sais pas, fait des réglages de peur, c'est ça? Pas tout à fait, mais pas loin, ça va dans ce sens-là. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravi d'être avec vous et aujourd'hui, effectivement, on va parler dans cette série sur se mettre en action, décider, avancer, choisir pour bouger. Eh bien, on va parler un petit peu des peurs. Parce que souvent, à plein de moments, on a l'occasion de définir des objectifs. Ah, je veux absolument aller à la gym plus souvent, je veux gagner tant de chiffre d'affaires dans mon business, etc., etc. Et on est en général déjà largement introduit à l'idée de définir des objectifs. Plutôt smart, plutôt smarter, plutôt positif, orienté résultat, etc. Et bizarrement, des fois, on se met pas en action. On a fait un super objectif, on a fini un super plan, infaillible, et il y a rien qui bouge. C'est ça. Le plan est le moment où on le met en route, quoi. À moins que ça ne parle qu'à moi, hein, mais voilà. Il se peut, Non. en tout cas, dans les personnes que je peux croiser en coaching éventuellement, qu'il y ait ce genre de choses qui ressortent. Et du coup, je me suis penché sur la notion de peur, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, de décider, d'être dans l'action. Et je suis tombé sur cette émission de Tim Ferriss. Alors, je pense que Tim Ferriss dans ce podcast n'est plus vraiment à présenter, mais on va quand même refaire un petit tour si jamais il y en a certains qui ne l'ont pas encore rencontré, ça peut arriver. Oui. Donc Tim Ferriss, qui est né en 77, il a fait plein de trucs divers et variés, il est assez impressionnant, surtout dans sa capacité de prendre un sujet, de le décortiquer, d'apprendre et d'aller très très loin dans les différentes pratiques. Il a fait notamment du tango, par exemple. Ouais. Il a décidé qu'il allait se mettre au tango. Il a été en Argentine et il est devenu meilleur danseur de tango mondial. Oui, de fou, quoi. En quelques années ou en quelques mois. Enfin, c'est complètement dingue. Et il a dans le livre Guinness des records le plus grand nombre de rotations de tango en moins d'une minute. Je savais pas qu'il y avait un record pour ça, mais voilà. Ouais. Tout ça pour dire que le personnage est quand même assez intéressant parce que quand il prend un sujet, il s'y attelle et surtout il essaye de décortiquer le truc et de trouver tous les hacks possibles pour arriver au résultat qu'il souhaite sans forcément parcourir tout le chemin. En 2001, il a créé une boîte qui s'appelle Brain Quicken et c'est à peu près à ce moment-là que arrive notre exercice de fear setting. C'est-à-dire que Tim Ferriss bosse pour sa boîte, un solopreneur au début, il démarre, il bosse comme un malade, et puis assez rapidement la boîte se développe, ça marche plutôt bien, et il se retrouve dans une situation où sa boîte c'est lui, et lui c'est sa boîte. Il fait rien d'autre à côté, il a pas de vie, il bosse 90 heures ou 120 heures par semaine, et il est hors de question qu'il décroche une minute, on sait jamais ce qui pourrait se passer. Et il s'aperçoit bien petit à petit que c'est en train de glisser dans le mauvais sens, qu'il s'épuise, que ceci, que cela. Et il arrive à un moment où il peut plus remettre à plus tard le fait de faire un break. Et c'est là qu'il nous présente cet exercice de fear setting. Alors il se dit, ok, je vais prendre qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de décrocher de ma boîte? Qu'est-ce qui me fait peur dans le fait d'arrêter? Et son système est basé sur trois étapes, donc c'est pas très très compliqué. Et vous allez voir que ça peut s'appliquer à tout le monde assez facilement. Donc plutôt que de se dire, je vais me donner un objectif de prendre un break, de m'arrêter, de ceci, de cela, il s'est dit, ok, qu'est-ce qui m'empêche de m'arrêter? Qu'est-ce qui me fait flipper? Pourquoi je lâche pas le machin? Voilà, donc ça c'est c'est l'entrée. Ensuite, premier point, d'abord il va falloir définir. Donc la première étape, ça va être de définir qu'est-ce qui vous fait peur et quel serait le pire truc qui puisse arriver dans cette situation. Donc Tim Ferriss, il dit ok, dans la situation actuelle, je suis en train de péter un câble. Si je prends un break, si je vais faire, je sais pas, il voulait aller chez des amis à Londres de mémoire,
ou en Espagne, ou quelque chose comme ça, si je fais un break de 15 jours, de 1 mois, de 2 mois, qu'est-ce qui va se passer avec ma boîte? Et il s'est dit, même si je remets une redirection de courrier, je vais recevoir un truc du gouvernement qui va pas être transféré, ma boîte va être saisie, j'aurai plus de business. Enfin voilà, on peut imaginer tous les trucs qui nous passent par la tête. Et cette première étape, elle est essentielle et elle est pas forcément évidente. C'est souvent pour ça qu'on veut pas la faire. C'est d'aller creuser nos peurs. Qu'est-ce qui nous fait réellement peur? Effectivement, s'il a peur de tout ça, il mérite bien 2 semaines de vacances en Espagne. Exactement. Et on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il les prenait pas jusque-là. Et moi, je trouvais que ça faisait assez écho avec Socrate, qui, en tant que bon stoïcien, en tant que bon stoïque, on va dire, préconisait de se confronter à ses peurs régulièrement. Voilà. Et en fait, ce qu'il faisait, Socrate, c'est qu'il avait très très peur de perdre sa richesse. Et lui, ce qu'il faisait, c'est 1 fois par mois, il dormait, il s'habillait de haillons et il dormait par terre comme s'il avait perdu ses richesses et qu'il était à la rue, en fait. Voilà. Donc, on va un peu explorer nos peurs et on va aller lister tout ce qui peut se passer de pire si jamais ce dont on a peur arrive. Et là, le but du jeu, c'est d'être spécifique. C'est pas si je pars en vacances, ma boîte va se casser la figure. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est d'être vraiment dans le détail, c'est-à-dire que, ok, si je pars en vacances, ma boîte va se casser, je vais recevoir une lettre du gouvernement, le gouvernement va envoyer une lettre, je ne vais pas la recevoir, la boîte va être saisie, je reviendrai, j'aurai tous mes comptes qui sont bloqués, et c'est vraiment de visualiser et de lister tous les pires problèmes qui puissent se passer. Dans le détail, on peut même imaginer la couleur que ça va avoir, le jean que je vais porter quand je vais m'apercevoir de la situation, et où est-ce que je vais être, etc. Vraiment de s'imprégner de la situation. Je sais pas, tu l'as fait toi l'exercice? Oui, absolument. J'ai l'impression comme ça, l'entendre, ça me rappelle un autre, mais j'en parlerai peut-être plus tard, mais j'ai l'impression que c'est super libérateur. Là, à t'entendre, tu vois, je me dis, j'aimerais bien essayer sur n'importe quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté presque cathartique dessus, de se dire... Exactement. Est-ce que je veux pas tout le temps que j'efface de mon cerveau parce que ça me fait peur, parce que je veux pas le voir, et là, je vais le mettre et je vais tout lâcher. Et j'ai l'impression que c'est super libérateur, mais je sais pas si tu confirmes ou pas. Alors, c'est super libérateur quand tu arrives au bout, en fait. C'est-à-dire que tant que tu es dans le processus de lister les peurs, c'est pas tellement libérateur. C'est plutôt assez anxiogène. Mais, en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est un peu ce qui s'est passé. Et c'est ce que je vois avec différentes personnes. Mais lorsque tu arrives au bout du bout, c'est-à-dire que, ok, et donc qu'est-ce qui va être pire? Et qu'est-ce qui va être encore pire? Et qu'est-ce qui va se passer? Et pourquoi ça va être pire? Et qu'est-ce que c'est? Et en fait, tu t'aperçois la plupart du temps que, ok, il y a des choses terribles qui vont arriver, tu vas perdre, je sais pas, peut-être ta maison, tu vas peut-être divorcer, tu vas peut-être, selon les sujets que chacun peut amener et peut mettre sur la table, il peut y avoir des trucs horribles qui vont se passer. Mais néanmoins, ça va pas forcément toucher à ton intégrité. Et c'est un petit peu ça vers quoi on tend, c'est que lorsque la peur, elle est souvent là parce que c'est flou. Ouais. C'est beaucoup la notion d'anxiété, c'est-à-dire qu'on est dans une société où il y a plus beaucoup de tigres à dents de sabre qui se baladent au coin de la rue, parce que fut un temps, c'était intéressant d'avoir peur parce que la vraie peur, elle déclenchait des réactions biologiques. Tu prenais tes jambes à ton cou et tu courais plus vite quand tu avais un tigre à dents de sabre derrière toi que si c'était juste pour marquer le point au football. Mais et donc cette anxiété qu'on a tous et qu'on expérimente, qui est présente, est-ce que je vais me faire virer, pas virer, est-ce que je vais avoir mon bonus, pas mon bonus, est-ce que mon meilleur copain ou ma meilleure copine va m'envoyer un scud parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. C'est plus de l'ordre de l'anxiété que réellement de la peur. Et quand on se prend un projet ou un objectif qu'on a envie de réaliser et qu'on creuse, et pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Souvent, c'est qu'on est dans cette zone-là, on est un peu dans la zone d'anxiété, et c'est flou. Et c'est très flou, c'est très vague. J'y vais pas parce que je le sens pas, parce que j'ai peur de l'émotion que je vais ressentir à la fin, parce que ça va pas être à la hauteur de ce que j'attends, etc. Mais lorsqu'on commence à prendre la lampe torche et aller explorer la cave de nos peurs, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément de monstres qui s'y cachent. Et déjà, le fait de lister l'ensemble des actions, ça va nous soulager. Un peu un effet cathartique comme tu présentais tout à l'heure. Les actions, plutôt la liste des peurs. La liste des peurs, absolument, pardon. La liste des peurs. On fait la liste des peurs et de tout ce qui peut nous arriver de négatif dans cette situation. Voilà, ça c'est la première étape. Première étape, faire la liste de ses peurs.
Ensuite, en face de chacun de ces éléments-là, on va mettre plusieurs choses. D'abord, on va mettre quelque chose qui va me permettre de prévenir, d'éviter. Si jamais il se passe ça, qu'est-ce que je peux faire ? Je reprends mon exemple de Tim Ferriss. Si jamais le courrier qui est envoyé par l'État n'arrive pas jusqu'à moi, qu'est-ce que je peux faire ? J'en sais rien. Au lieu de me le faire renvoyer le courrier, je peux peut-être l'envoyer à un ami qui est aux États-Unis. Il y a plus de chances que ça arrive. Je peux le faire envoyer prendre les services d'un avocat. Je peux trouver plein d'autres solutions pour que limiter le risque du point que j'avais défini comme étant un des points qui me fait peur. Et sur chacun des points que j'ai listés qui me faisaient peur, en face, je vais mettre quelle est l'action ou les actions que je peux mettre en place pour prévenir cette situation. Donc les contre-feux, quoi, finalement. Les contre-feux, anticiper exactement comment est-ce que je vais faire, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour réparer la situation. Si vraiment, malgré les trucs que j'ai mis en place, ça arrive, est-ce que c'est dramatique, c'est terminé, c'est fichu et c'est comme ça pour toujours ? Ou est-ce que finalement, j'ai quand même un petit peu de latitude, je peux récupérer une partie de la situation et finalement, il y a des choses que je peux mettre qui me permettent de réparer la situation ou ce qui s'est passé en fait. Voilà. Donc, en face de chaque élément, je vais mettre qu'est-ce que je peux faire pour réparer cette situation si jamais je suis dans si jamais c'est vraiment arrivé. Si je reçois pas la lettre du gouvernement, qu'elle n'est pas arrivée chez mon ami aux États-Unis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, par exemple, pour prendre rendez-vous avec le service en question ou quelque chose dans ce goût-là ? Ce serait ça ? Par exemple, c'est-à-dire que si la lettre est pas arrivée ou que je l'ai perdue et que je sais pas, il y a une saisie ou un truc comme ça sur mes comptes, lorsque je vois la saisie sur mes comptes, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour anticiper, pour réparer cette situation ? Comment est-ce que je vais faire pour contacter le gouvernement pour réparer ? Vraiment, il y a deux étapes. Il y a le prévenir et il y a le réparer. 3 étapes. Donc la première, je liste tout ce qui me fait peur. La deuxième, je liste tout ce que je peux faire pour prévenir et éviter cette situation. ok. Et la troisième, je liste toutes les choses qui vont me permettre de réparer cette situation, réparer les conséquences de cette situation. Si jamais ça arrive. Parce que je croyais que c'était le numéro 2, ça, moi. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Est-ce que c'est plus clair ? Donc tableau, 3 colonnes. Un sujet. J'ai plein de peurs, je liste toutes mes peurs. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter chacune de ces peurs ? Deuxième point. Troisième point, qu'est-ce que je peux faire pour réparer si jamais vraiment ça arrive ? Pour réparer les conséquences. Ça marche. Ok. Et donc, toi, tu as appliqué ça, alors ? Alors ça, je l'ai appliqué, mais c'est pas encore tout à fait terminé. Ça, c'est vraiment les 3 gros éléments de cette première partie. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme bénéfice. Donc, j'ai des peurs, je peux les prévenir, je peux éventuellement réparer une partie, mais peut-être qu'il y a des bénéfices cachés si jamais je fais ou j'avance vers cet objectif. Qu'est-ce qui se passerait si j'atteins mon objectif, même si c'est un succès partiel, même si j'arrive pas jusqu'au bout du bout? Qu'est-ce que je pourrais apprendre? Quels seraient les bénéfices? Et même si je ne fais que tenter d'aller vers cet objectif, qu'est-ce qui se pourrait se passer? L'idée, c'est un peu de rééquilibrer la balance, vous l'aurez compris. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai des peurs qui m'empêchent d'avancer. J'ai bien défini mon plan d'action, mon machin, mon truc, mais bizarrement, je bouge pas. Donc, on va éclaircir toutes ces peurs. On va voir si on peut les prévenir ou les réparer. Mais en même temps, on remplit l'autre côté de la balance en disant, tiens, qu'est-ce qu'il y aurait comme bénéfice néanmoins à avancer sur cet objectif? Et une fois que j'ai défini les bénéfices à avancer, les apprentissages possibles, on va avoir 2 points qui sont la situation à 6 mois, 3 points à 6 mois, à 1 an et à 3 ans. Quel est le coût? Et là, c'est intéressant, parce que Tim Ferriss y réfléchit vraiment à l'envers. C'est pas toujours évident à présenter, mais comme vous l'aurez compris dans cet épisode, mais il réfléchit un peu à l'envers. Quel est le coût de l'inaction à 6 mois, à 1 an et à 3 ans? C'est au lieu de dire, donc, ok, ça y est, on a vu les bénéfices. Si jamais j'avance vers mon objectif, finalement, les bénéfices, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de faire. Si j'avance vers cet objectif, j'aurai ça. Donc, il le met dans le processus, mais c'est assez léger. Par contre, il regarde quel est le coût de l'inaction si je ne fais rien sur mon objectif à 6 mois, à 1 an, à 3 ans. Et là, d'un seul coup, ça crée un vrai levier. Parce que je sais pas quel est le projet que vous aviez en tête, mais lui, il se disait, si je pars pas en vacances, au bout de 6 mois, je vais me mettre à prendre que des décisions pourries pour mon business. Au bout d'1 an, de toute façon, le business sera saisi parce que j'aurais pas géré tous les trucs.
Et au bout de 3 ans, je serai à la rue et j'aurai plus de business et il se passera plus rien. J'en sais rien, je me souviens plus exactement du détail, mais c'était dans ces lignes-là. Mais ce qu'on se retrouve, et moi ce que j'ai vu plusieurs fois dans ma pratique et dans la pratique d'autres personnes que je peux accompagner, c'est finalement les conséquences de l'inaction se rejoignent d'une certaine manière les choses qui nous font peur. Ouais. C'est-à-dire que j'ai peur, je fais pas ça parce que j'ai peur qu'il se passe ceci ou qu'il se passe cela. Ouais, mais si tu fais rien, bah finalement tu vas avoir quelque chose qui va être du même ordre qui risque de se passer. Voilà. Et ça, je trouve que les conséquences d'une inaction à 6 mois, 1 an, 3 ans, souvent c'est quelque chose auquel on pense pas forcément parce qu'on pense toujours bon, j'ai un projet, je veux le faire, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi le résultat, etc. Mais qu'est-ce qui se passe pas si tu fais pas ton projet? Intéressant. Ça m'évoque une petite chose, mais qui est un peu différente, mais qui moi m'avait pas mal aidé. Donc je partage, notamment au moment de me mettre à la guitare finalement. Ouais. Quelques années de ça où je me disais ouais, non, en fait, le raisonnement c'était de se dire, de toute façon, si je lui mets maintenant, je suis vieux et tout, je commence, et puis il y avait cette idée de se dire, mais est-ce que tu sais combien de temps ça va me prendre avant de commencer à être bon à la guitare? Est-ce que tu sais quel âge j'aurai au moment? Puis après, la réflexion c'est de se dire, mais de toute façon, j'aurai le même âge que si j'apprends jamais la guitare. Donc tu vois ce que, enfin, Ouais, tout à fait. De toute façon, le temps va passer et que j'apprenne ou j'apprenne pas, il y a un moment, j'aurai tel âge et voilà. T'auras 53 ans un jour, un avec la guitare sur l'épaule et l'autre sans la guitare. C'est ça, en fait. C'est ça. Voilà. Donc finalement, donc c'est un peu connexe. C'est pas exactement ce que tu dis. Non, mais si, on est bien dans le. Moi, je trouve que ce à quoi le parallèle que j'ai envie de faire, c'est un côté de lâcher prise. C'est-à-dire que il y a tellement de sujets sur lesquels on se fait des nœuds au cerveau, et quand tu regardes le sujet en détail, bah, tu t'aperçois que finalement c'est assez trivial et qu'il y a même pas de photo entre action et inaction. Mais il fallait prendre la lampe torche et aller éclairer les peurs pour pouvoir s'apercevoir que c'est trivial, pour pouvoir se mettre en action. Mais par contre, le coût de l'inaction, souvent, est bien plus conséquent. De se dire, j'y vais pas, je fais pas tel truc, je fais pas la formation, je mets pas en place GTD. Bah non, imagine le coût de pas mettre en place une action qui développe la productivité. Ouais, clairement. Voilà. Donc c'est quelque chose et puis c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que pour l'avoir fait plusieurs fois avec différentes personnes, on s'aperçoit que la première fois, ça prend un peu de temps, c'est un peu long pour comprendre les tenants, les aboutissants, la structure, etc. Mais une fois qu'on l'a fait, une fois vraiment dans le détail sur un gros sujet, parce qu'en général, souvent, la première fois, on se dit, je vais prendre le temps de faire ça parce que j'ai vraiment envie de faire ce truc, puis ça fait 3 ans que c'est dans mes bonnes résolutions, ça fait 3 ans que ça se fait pas. OK. Et ben, une fois qu'on a vraiment décortiqué le processus et qu'on l'a fait une fois, et bien, derrière, on peut le faire beaucoup plus rapidement et même pour des petits trucs qui sont futiles. C'est-à-dire, je sais pas, on a un petit objectif, un petit truc, tiens, le mois prochain, j'aimerais bien faire ceci, faire cela, avoir pris le temps de planifier les vacances, avoir pris le temps d'avoir une discussion un peu inconfortable avec mon boss, et le simple fait d'avoir fait plusieurs fois cet exercice, de dire, tiens, la discussion inconfortable avec le boss, OK, qu'est-ce qui me fait peur? Je liste. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme argument en face? Très bien. Qu'est-ce que je peux faire si jamais il apprécie pas mes arguments pour réparer la situation, la relation? OK. Bénéfice pour avoir la relation avec la discussion avec son boss. Et puis finalement, si j'ai pas la discussion, qu'est-ce qui se passe à 6 mois? Alors je sais pas quel est le sujet, mais en général, s'il y a vraiment besoin d'avoir une discussion inconfortable, c'est qu'à 6 mois, c'est pas bon. Et à 1 an, c'est encore pire. Et à 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et une fois qu'on l'a fait une fois vraiment, les fois suivantes, on peut le faire assez rapidement, j'ai envie de dire. Ouais. Rien qu'en déroulant le processus dans sa tête, dans les transports, etc., on se dit, OK, c'est bon, je vais m'y mettre. Tout de suite. Finalement, il faudrait d'abord commencer par lister ce qui fait peur à faire le processus. Qu'est-ce qui me fait peur à lister mes peurs? Qu'est-ce qui me fait peur à lister mes peurs? On ne sait jamais. Il pourrait y en avoir. Le méta du méta. Je trouve ça, je trouve ça sympa. Je trouve ça bien même. J'ai envie d'essayer sur des choses. Et je me dis, c'est assez malin finalement de jouer sur les peurs parce qu'on sait, enfin, les études marketing l'ont montré assez abondamment. On est beaucoup plus motivé par les peurs que par le désir. Tu vois, on est plus à éviter le problème qu'à essayer de chercher, quoi. Donc, absolument. Les peurs nous guident bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. Éviter ces peurs. Éviter ces peurs primordiales. Oui, c'est Jung ou peut-être un des créateurs de la psychologie qui disait que l'angoisse, c'est la seule émotion qui ne ment pas. L'angoisse, c'est la seule émotion qui ne ment pas. Donc, je pense qu'il voulait dire qu'effectivement, nos peurs révèlent quelque chose de nous d'exact,
quoi. Mmh. C'est en tout cas à cet endroit-là que se trouve, s'il y en a une certaine vérité sur nous-mêmes. C'est quelque chose qui est pris en compte je le disais juste en présentation un petit peu avant, de l'énéagramme. Ce système, seulement j'ai fait pas mal de temps. Ça fait partie d'eux. Voilà. Il y a pas que ça, mais ce côté, voilà. Quelle est ta peur fondamentale, ta peur primordiale? On travaille sur les peurs avec l'énéagramme, c'est ça? C'est ça, cette partie-là. D'accord, il y a une partie où on travaille. D'accord, ok, là-dessus. Moi, ça me rattache, je trouve, un épisode qu'on a publié il y a quelques temps maintenant déjà sur la procrastination, où souvent, Eh oui. la personne qui procrastine attend que le sujet devienne urgent et qu'il y ait le feu pour se mettre en action. Ah oui. Je sais plus si vous vous souvenez, il y avait l'image des 2 immeubles et il faut que je marche sur une planche pour aller d'un immeuble à un autre. Et j'ai peur, donc je procrastine, je le ferai demain, jusqu'au moment où l'immeuble sur lequel, le toit sur lequel je suis, l'immeuble prend feu. Et là, du coup, je passe la planche et je vais sur l'immeuble d'à côté parce que sinon, ça brûle et c'est pas bon. Et je trouve que explorer ses peurs de cette manière-là, ça permet justement de s'apercevoir que ça permet de créer la motivation quelque part, de dire mais le feu il sera jamais aussi grave et puis si je fais rien, ça va être beaucoup plus grave que si je me mets en action maintenant. Ouais. Donc ça permet peut-être simplement de calmer l'angoisse. Parce que je suis un procrastinateur repenti et anonyme. Mais le fait est que quelquefois sur un projet, vraiment le truc qui m'empêchait, c'était vraiment dur à passer au-dessus, c'est un sentiment d'angoisse. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que mais il y a tout d'un coup trop de choses à faire et l'énergie pour arriver à améliorer ou en tout cas à avancer un peu sur le projet me paraissait impossible à détenir puisque le projet c'est tout ou rien. Je pense dans la tête d'un procrastinateur comme il le voit, c'est tout ou rien, ou tu réussis à faire tout le projet dans la journée, ou c'est mort, tu y arriveras jamais. Donc c'est quand même, c'est vrai, une angoisse et une peur, ouais, tout à fait. Pardon, je trouve que c'est une très bonne idée de mettre ça dans le business, en fait. Tu vois, plus je réfléchis là à ce qu'on est en train de raconter, parce que je trouve que c'est des choses qui sont souvent cachées, qui sont pas dites. D'autant plus parce qu'il y a le côté un peu, il faut toujours positiver, il faut voir le côté positif, parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu crois. Donc si tu imagines un truc pourri, il va t'arriver un truc pourri. Enfin, tu vois, cette espèce de l'attraction inversée et un peu défaillante et un petit peu dénaturée d'ailleurs par rapport à ce qu'elle dit vraiment. Et du coup, je suis en train de me dire, mais c'est intéressant finalement d'admettre, j'ai envie de dire. Mais oui, il y a des peurs, oui, on a des trucs qu'on craint. Et ça peut être pas mal justement de les lister pour s'apercevoir que la plupart du temps, c'est peut-être juste des écrans de fumée, peut-être juste ou alors ça peut être des trucs qui sont vraiment réels, fondamentaux, et du coup, c'est plutôt pas mal de les avoir explicités. Je trouve que on est gagnant dans tous les cas, quoi. On peut même imaginer qu'au lieu que ce soit un sujet, un projet qu'on veut faire à titre individuel, ça peut être tout à fait applicable sur un projet de la boîte. Ah ouais, carrément. C'est-à-dire que tiens, il y a un projet qu'on aimerait faire, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Ouais. Et il y a Keith Cunningham que j'aime beaucoup là de la roue de briques jaunes. Il faudrait que je reprenne le vrai titre du bouquin parce qu'à force de l'appeler comme ça, plus personne ne sait de quoi je parle. Mais bon, en tout cas, il y a une épisode du podcast qui est là-dessus. Ça fait partie des questions. Il y a des milliards de questions à se poser qui sont toutes super. Je lis souvent, etc. Mais il y a des fois cette même idée de se dire sur un projet, ok, bon, qu'est-ce que j'y gagne? Très bien, je vois très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer de pire sur le truc, quoi? Si jamais ça foire complètement, c'est quoi les conséquences? Quelles sont les conséquences d'un plantage total? Et la troisième question, c'est est-ce que je peux vivre avec ces conséquences-là? C'est ça. Est-ce que je suis OK avec ça? Et du coup, ça permet d'arbitrer ensuite des prises de décision. Ouais, non, super intéressant. À propos de Socrate stoïcien, il y a une très très belle citation de Socrate qui dit méfiez-vous des citations que vous trouvez sur Internet. Et je trouve que c'est fort pour quelqu'un de son époque. Voilà, non, c'est juste pour dire qu'il est une grosse influence pour les stoïciens. Exactement. Etc. Ouais, c'est clair. Mais lui-même stoïcien, je suis pas sûr. Eh ben, c'est bon alors. Voilà. Petit tips très pragmatique. 3 étapes si on résume.
sur un sujet, sur un objectif. Je définis qu'est-ce qui me fait peur, pourquoi est-ce que j'avance pas, pourquoi est-ce que je me lance pas. En face de chacune des peurs, je mets comment est-ce que je peux prévenir, éviter et guérir, réparer en face de chacune de ces peurs. Ensuite, je regarde les bénéfices et je termine pour 6 mois, 1 an et 3 ans, si je ne fais rien. Vous avez donc votre to-do list, vous avez vos petites choses à faire d'ici les prochains épisodes. Et n'hésitez pas donc à liker au fait ce podcast ou cet épisode s'ils vous ont plu, de mettre des petites étoiles, des petits pouces bleus un peu partout sur Internet où vous trouverez la chose. Et puis nous, on vous retrouve au prochain épisode. Et on peut se retrouver entre-temps sur le forum. Et oui, à bientôt. À bientôt. Merci Geoffrey. Pro et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.